conférence qui ouvre à beaucoup de choses, qui nous montre aussi que penser le futur, c'est bien penser, c'est conditionné par bien penser le présent et de tirer les leçons de l'histoire, comme vous dites. Pour pouvoir se projeter, il faut aussi pouvoir comprendre notre histoire, ses contradictions, son évolution, et de prendre conscience aussi que la modernité, ce projet de la modernité, il est tout le temps en travail, et qu'effectivement aujourd'hui, ce que vous proposez, cette idée qui est aussi celle d'Ulrich Beck, de modernité réflexive ou critique, est un beau, en tout cas, terrain de discussion pour penser l'anticipation, et ça détermine en quelque sorte les façons dont on peut anticiper. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, énormément de sujets sur lesquels on peut réagir. Prenons un quart d'heure avant la pause pour échanger. S'il y a des questions, des remarques, pas obligatoirement des questions, voilà, c'est le moment. Je fais tourner le micro. Oui, monsieur. Merci. Juste pour lancer les débats, je voudrais revenir sur un mot que vous avez dit sur le GIEC. Je partage drôlement cette idée que vous avez dit le GIEC, ce genre de dispositif, je ne vois rien d'autre pour pouvoir représenter, on va dire, la démocratie face à un libéralisme autrement qui... Mais en êtes-vous bien sûr? Je partage cette idée-là, mais je n'en suis pas complètement sûr. J'en suis sûr dans le diagnostic, mais j'en suis pas bien sûr pour les conclusions qu'on en tire. Et notamment, ça fait longtemps qu'on est d'accord, mais on ne trouve toujours pas le moyen de mettre en œuvre tout ce qu'il faudrait. Mais ça, c'est une chose. Mais rien que dans les conclusions du GIEC et la façon dont ils choisissent leur taux d'actualisation, par exemple, ça dénote une grande incapacité à donner un poids réel à l'avenir, au futur. On voit encore la trace de tous les pouvoirs économiques qui viennent laminer à la base. Il y a un diagnostic, tout le monde commence à être d'accord, un diagnostic scientifique avec 195 pays qui sont à peu près d'accord, et je ne sais plus combien, 6000 scientifiques qui travaillent, mais on n'en tire pas pour autant des conclusions et des directives qui sont susceptibles d'être des vrais remèdes contre le réchauffement climatique. Je pense qu'il faut distinguer, si vous voulez, dans le GIEC, un travail diagnostique d'une situation. Le GIEC a un peu deux fonctions. Il y a une première fonction qui est vraiment là son lieu, qui est de dire voilà ce qui se passe, voilà vers où on va. Voilà. Mais d'autre part, les gens lui disent alors que faire? Donc d'une certaine manière, il a une fonction aussi imaginative et d'anticipation, et qui là alors se frotte effectivement de manière beaucoup plus... se frotte aux politiques. Alors là, on est dans un registre d'interaction beaucoup plus complexe et d'impuissance, il faut bien le dire. Écoutez, à partir du moment où les accords de Kyoto n'étaient pas... C'était intéressant cette histoire, parce qu'ils ont été paraphés par Clinton, et ils n'ont pas été signés par Bush. Il y a eu les élections entre les deux. C'était le véritable enjeu, l'enjeu majeur de l'élection. Donc vous voyez, une fois que les accords de Kyoto n'étaient pas signés par les États-Unis, ils perdaient sérieusement d'eux. Mais ça ne dépend pas du GIEC que les accords de Kyoto soient signés par les États-Unis. Donc vous voyez, je pense qu'il faut distinguer le GIEC comme instance scientifique qui tient un discours cohérent par rapport à ce vers où on va, avec toutes les difficultés que ça comporte, parce qu'effectivement, ils sont dans des limites d'incertitude. Ils sont d'ailleurs très prudentiels, parce que là, ils sont aussi dans une logique rhétorique, précisément. Ils sont très prudentiels. Leur cri d'alarme au point de départ se basait sur les hypothèses les plus optimistes. La plupart de leurs prédictions, ça s'avère de plus en plus, elles sont dépassées. Donc sur ce plan-là, si vous distinguez, si vous voulez, le GIEC comme instance scientifique qui dit ce qu'il en est, précisément dans une perspective qui dit ce qu'il en est, je pense qu'il reste incontestable et ça fait sa force. Alors c'est aussi une instance qui essaie de modifier les événements, et alors là, il rentre en interaction avec le politique, et il est très dépendant même du politique. Donc on est dans un registre différent sur ce plan-là. Bonjour, merci infiniment pour votre propos. J'espère que je vais être claire parce que vous avez dit tellement de choses extrêmement intéressantes. On aurait du mal aujourd'hui d'imaginer
que Galilée aurait été dans l'obligation de déclarer aucun conflit d'intérêts le jour où il a déclaré sa lumineuse pensée. Dans notre monde moderne et postmoderne, ne croyez-vous pas, et encore plus sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'anticipation, ne croyez-vous pas que justement ce qui est sacrifié, et ça m'a interpellé, ça a été le dernier mot de votre dernière diapositive, ce qui est en fait sacrifié pour rendre à la science une valeur de vrai, de vérité, n'est pas sacrifier l'individualité par rapport à cette recherche et à la découverte scientifique. Un exemple, pour essayer de clarifier ce que je dis, Prisoner, quand il a déclaré le prion, a été traité au tout début d'un peu fou. Hein. Il a fallu qu'il se batte pour que cette théorie du prion prenne et calme un petit peu les scientifiques qui se sont lancés tout de suite dans des prédictions et des anticipations. Donc ma question, est-ce que vous ne croyez pas que c'est ça la crise d'aujourd'hui de la postmodernité, c'est-à-dire que individuellement, en tant que scientifiques, nous sommes en train de ne plus avoir droit au chapitre? Là, toute nouveauté dans un système social fait toujours problème. Donc là, je veux dire, ça n'a rien de neuf. Il ne faut pas croire que Darwin a été Einstein. C'est bien connu. Einstein a été considéré comme un rigolo pendant quelques années quand même. Donc si vous voulez, quand vous arrivez avec des intuitions qui vont à l'encontre des choses admises pendant tout un temps, ça fait partie des... La communauté scientifique est une communauté humaine. Et là, sur ce plan-là, Latour a tout à fait raison. Si vous faites une sociologie de la communauté scientifique, vous avez des réactions de la communauté scientifique comme les réactions de tout groupe humain. Donc sur ce plan-là, je serais plus nuancé, je dirais. Mais alors, l'importance de la parole individuelle ou de la... Je ne suis pas sûr. Non, c'est vrai que la recherche se fait de manière collective. Hein. C'est vrai que la recherche se fait de manière collective, mais n'empêche qu'il y a du neuf. Écoutez, moi, je travaille assez bien la question du darwinisme depuis un certain temps. Dans les années 80, 1980, vous osiez critiquer. Moi, j'ai toujours été ce que j'appelle un darwiniste critique. Hein. Écoutez, je suis un épistémologue, donc j'analyse les logiques explicatives. Je dis l'explication sélectionniste a une force remarquable. Mais l'explication sélectionniste est très limitée. À côté d'une explication sélectionniste, il faut une explication développementale. Bon, c'est une thèse que je défends depuis, avec d'autres. Hein. Mais vous défendez ça dans les années 1980, vous prenez pour un rigolo. Osez prendre distance par rapport à Darwin. Pardon, excusez-moi. Mais depuis... Excusez-moi. Si vous prenez cet exemple-là, les recherches sur le cancer, par exemple, qui présuppose une dynamique développementale, apportent beaucoup même à la théorie de l'évolution. Donc, si vous voulez, je ne souscrirai pas à... Ça ne me paraît pas là le problème de la postmodernité. Du côté scientifique, les alliances de fait, si vous voulez, en termes économiques, c'est pas regrettable, hein, mais on analyse sociologiquement, si vous voulez. C'est vrai que... c'est quoi le concept de liberté académique? Au Moyen-Âge, ou même au temps moderne, la liberté académique... Merci, oui, il y a un petit problème, je ne sais pas à quoi c'est lié. Même au temps moderne, la liberté académique, c'était la liberté des universitaires par rapport aux puissances, et notamment de l'Église. Écoutez, au XXIe siècle, la liberté académique par rapport à l'Église, il n'y a plus personne qui accorde grande... Non, on n'en est plus là. Mais la liberté académique par rapport aux puissances financières. Ça m'a fort frappé au moment en Afrique du Sud. Il y a des régions en Afrique du Sud où il y a 20 à 30% de prévalence de la séropositivité. Bon, Mbeki, au début, après il a dérapé, mais au début, Mbeki a voulu généraliser de manière générique la trithérapie pour les séropositifs. Il a eu sur le dos l'industrie pharmaceutique, lui est rentré, l'a attaqué juridiquement.
alors même que l'OMC comporte des clauses d'exception en cas de situation critique dans une situation. Toutes les ONG ont réagi. Moi, j'ai été très étonné, les universités n'ont pas réagi. Et c'est les ONG qui ont fait plier. Et, si vous voulez, comment dire, l'industrie pharmaceutique a fait marche arrière. Ils ont perdu des plumes de manière incroyable. Ils montraient à tout le monde qu'ils n'en avaient rien à foutre de la santé, qui défendaient uniquement leur argent. Bah, écoutez, en termes d'image, c'est quand même terrible. Donc ils ont fait marche arrière et maintenant ils généralisent même les trithérapies. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais ce sont les ONG qui ont fait plier l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas les universités. Les liens sont tels actuellement entre les universités et le système de production, si vous voulez, que je pense que le concept de liberté académique... Or, c'est ça la vraie liberté académique. Hein. Écoutez, la liberté par rapport au pape, bon, il me semble que ça fait longtemps qu'on en est revenu. Mais la liberté par rapport aux grandes puissances financières... Si effectivement il y a eu cette avancée pour l'accessibilité dans le contexte que vous dites aux trithérapies, notamment dans les pays émergents, c'est que d'autres alliances, d'autres légitimités ont été mobilisées. Et je ne rejetterai pas a priori aussi rapidement que vous le dites ce que vous appelez les universitaires, puisqu'on a vu, ne serait-ce qu'à travers des grandes agences nationales, ne serait-ce que la NRS, qu'elles ont été assez partie prenante de ces avancées. Mais ça, je referme la parenthèse. La vraie question que j'aimais vous poser, c'est comment vivre le présent, c'est-à-dire vous nous avez montré toute la complexité dans l'analyse que vous faites du réel. C'est bien de penser l'avenir qui est conditionné par ce qu'on vit dans le présent. Quand on rencontre des personnes malades, atteintes d'une maladie qui va remettre en cause leur capacité de devenir, on leur dit souvent ce qui est important, c'est de vivre l'instant présent. Et de plus en plus, on nous parle de prospective, on nous parle de demain. Il y a tout un ensemble d'éléments, même qui sont venus par les politiques, pour dire demain, ça sera mieux. Mais aujourd'hui, hic et nunc, comment assumer nos responsabilités dans le présent sans déporter, j'allais dire, nos responsabilités au regard d'un futur dont on ne sait rien et dont on ne sait même pas si on y sera présent. Mais écoutez, je vais prendre un exemple très précis et très concret. Quand j'étais adolescent, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait de la philo. Quand j'étais adolescent, je ne supportais pas l'idée de vivre dans un monde où 2/3 de l'humanité crevait de faim. Bon, c'est chaque adolescent un peu. Bon, mais ça en était très, à la limite de l'obsessionnel. Puis j'ai lu, puis je me suis rendu compte que... Parce que bien entendu, la tentation, je dirais, ou une solution, bah, tu fous le camp et puis tu vas vivre là-bas, quoi. Bon. Mais je lisais des bouquins, on me disait, enfin, que le problème n'était pas là-bas, que le problème était une organisation internationale qui faisait que, etc., etc. Lorsque vous êtes devant des situations d'une complexité telle, qu'est-ce que l'individu peut faire? Et moi, je crois qu'il peut beaucoup faire. En tout cas, ma manière d'aborder les choses, c'était de me dire, parce que, bon, écoutez, je fais de la philo, hein, bon, je rentre du Congo, pour vous dire. Hein. Donc, pendant 10 ans, j'ai fait des coopérations, des conventions de coopération avec des philosophes congolais. Et je dois convaincre les ingénieurs qui dirigent notre université que ça vaut la peine de faire de la convention philosophique avec les Congolais. Mais je vous assure que les Congolais, ils ont plus besoin de philosophes que d'ingénieurs. Le problème du Congo est un problème organisationnel, c'est un problème de sciences humaines, c'est un problème d'où vient que l'état de droit est insignifiant, n'a aucun sens et ne sait pas prendre dans une culture comme le Congo. Bien. Autrement dit, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est pas du tout mettre en évidence, mais il me semble que l'important, c'est d'inscrire son action très ponctuelle, complètement locale, dans une perspective globale qui va dans le bon sens. Je pense que, si vous voulez un autre exemple, ça va vous paraître... enfin bon, je vous parle à cœur ouvert là presque. Mais écoutez, figurez-vous qu'une deuxième constante, mais je ne vais pas vous dire pourquoi, mais toujours est-il que je suis féministe. Je n'ai pas peur de dire, je me définis comme féministe. Je pense que l'égalité homme-femme est une des valeurs les plus fortes que l'Occident ait produites à la fin du XXe siècle. On n'est pas dans la décadence, on produit toujours des valeurs. Et l'égalité homme-femme est une valeur produite par l'Occident à la fin du XXe siècle. Hein? Ben, je n'aurais pas voulu vivre avec une femme qui ne soit pas féministe. Je ne change pas la société en vivant avec une femme féministe. Mais je me sens dans le bon sens. Voilà. Donc, je pense que chaque individu a une marge de manœuvre.
chaque individu a une marge de manœuvre par rapport à une dynamique sociale où on sent bien que l'économique écrase tout, ben, vous pouvez... La vie sociale, c'est une vie de rapport de force. Ben, vous pouvez vous situer dans un rapport de force qui va dans le sens que vous jugez bon. C'est en ça que je dis qu'il va dans le bon sens. Donc ça implique d'une part une analyse de type politique. Ça implique quel type de société on veut pour demain. Ben, la société qu'on veut pour demain, elle se prépare aujourd'hui. Et chaque individu peut inscrire son action individuelle dans un système qui sera plus acceptable ou dans un système qui sera moins acceptable. Je pense qu'il y a, c'est ça une sorte de cohérence, si vous voulez, de la vie personnelle de chacun. C'est d'inscrire chacun, vous savez, en plus, il faut un peu d'humour dans cette histoire, hein, je ne veux pas... mais il me semble quand même, si vous voulez, que quelque part, chaque individu peut inscrire sa vie quotidienne même, et ses choix politiques, dans un sens qui, de manière systémique et de manière complexe, prend en compte les enjeux majeurs de notre société.